La puissance des forces de la nature qui se manifestent lorsque les éléments se déchaînent, et puis la découverte et la prise de conscience de sa propre mort, ce sont sans doute les deux éléments qui ont poussé nos très lointains ancêtres à faire émerger cette notion de sacré, et puis à poser peut-être les premiers éléments des toutes premières religions. Alors, dans les pas des archéologues, nous allons essayer de faire cette préhistoire spirituelle de l'humanité. 100 000 ans avant notre ère, l'homme croyait-il déjà à un au-delà? Que révèlent les fouilles? Qui sont ces créatures fantastiques gravées sur des pierres et des galets? Les Vénus de la préhistoire sont-elles les vestiges d'un culte très ancien de la Grande Mère ou de la fécondité? Où sont nées les premières religions organisées? Et comment comprendre l'érection de ces milliers de pierres géantes, les mégalithes? L'abri de Castelmerle. Ici, pendant 1000 siècles, des hommes sont venus s'abriter. Nous sommes dans le Périgord noir, dans la vallée de la Vézère, qu'on appelle la vallée de l'homme. Effectivement, là, vous avez la colline de Lascaux. Et puis ici, le village de Moustier. Moustier qui a donné son nom à une période fameuse de la préhistoire qu'on appelle désormais le Moustérien. Et puis voici le village des Aisies. C'est ici, à cet endroit, très précisément, qu'en 1868 a été découvert le premier homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon, notre ancêtre, et c'est aux Aisies, tout naturellement, que désormais, la préhistoire a son plus beau musée. L'animal abandonne les corps, l'homme leur donne des sépultures et les plus anciennes que l'on ait trouvées remontent à 100 000 ans. Ce sont celles qui ont été trouvées par Bernard van der Merch en Israël, à Kafsé. Et nous en voyons ici une reproduction très fidèle. Et ce qui frappe tout de suite, c'est que le corps n'a pas seulement été mis là pour être préservé. Non, cette femme a été couchée sur le côté. Et puis surtout, vous le voyez, elle se trouve en position fétale avec le corps d'un petit enfant à ses pieds. Tout cela est intentionnel et ça prouve qu'il y a 100 000 ans déjà, l'homme avait un premier rite de la mort, et cela aussi bien l'homme de Néandertal que l'homme de Cro-Magnon. Alors, des rites funéraires, ça veut dire d'abord, bien sûr, une certaine conscience de la mort. Ça veut dire aussi la volonté de lui donner une signification, en imaginant un au-delà, un monde des morts, peut-être une vie après la mort. Et puis, dans les tombes des périodes ultérieures, on trouve des objets qui ont été disposés là intentionnellement pour aider les morts dans l'au-delà. Mais le soin des morts peut prendre aussi d'autres formes très différentes. Une colline qui résume l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans la vallée de l'Arberou, en plein Pays Basque, à une 50aine de kilomètres de Biarritz. Creusées dans la colline de Gatzelou, 3 grottes superposées. Au sommet, la grotte d'Isturitz. 15 mètres plus bas, Otchoselaya. Et 15 mètres en dessous, Herberois, actuellement immergé dans le cours d'eau qu'il a creusé.
Depuis sa découverte en 1895, plus de 70 000 pièces ont été trouvées dans la grotte d'Isturitz. Et les fouilles continuent tant le sous-sol paraît inépuisable. Ce fut évident dès notre arrivée. Devant nous, un jeune fouilleur dégage un silex taillé datant du Gravettien, il y a près de 30 000 ans. Juste à côté, une autre jolie trouvaille qu'on dégage avec d'infinies précautions. Qu'est-ce que c'est? Une turritelle. C'est-à-dire? Un gastéropode que les Aurignaciens ont certainement été chercher sur les rivages de l'Atlantique et qu'ils utilisaient comme élément de parure. Vous voyez, vous avez une perforation qui est là, qui était certainement la perforation à travers laquelle il passait un fil pour faire un collier, pour coudre sur un vêtement peut-être. Le temps ici peut se lire directement dans la terre. Au sommet de cette couche géologique, nous sommes à moins 29 000 ans. À la base, 90 cm plus bas, nous descendons à moins 37 000 ans. L'ensemble des couches superposées d'Isturitz rassemble près de 80 000 ans d'histoire humaine. Les premiers occupants reconnus de la grotte sont les hommes de Néandertal qui sont arrivés ici, effectivement, il y a à peu près 80 000 ans. Ils vont y rester jusqu'à à peu près 40 000 ans. Et puis, après une interruption de quelques milliers d'années, vers 37 000 ans, un autre type humain arrive, c'est l'homme de Cro-Magnon, homme moderne, notre ancêtre direct, tout à fait semblable à nous, qui lui va rester jusqu'à peu près moins 10 000 ans. Donc en tout, on a 80 000 ans d'histoire humaine. Tout à fait, là, dans ces 2 mètres 50 d'épaisseur de sédiments, eh bien, vous avez 90 000 ans de notre histoire. Parmi les milliers de pièces découvertes ici, certaines intriguent les chercheurs. Pourrait-il s'agir d'objets de culte? Il s'agit d'éléments de statuettes qui ont été découverts dans la cavité. Là, par exemple, vous avez un bison. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité d'entre elles ont été fracturées volontairement. Alors, est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, à des talismans? Quelque chose comme ça? Ce qui est certain, c'est que ces statuettes sont parfaitement finies. Il ne s'agit pas d'un geste d'humeur pour fracturer quelque chose qui aurait été raté. Elles sont finies, elles ont été utilisées parce que beaucoup d'entre elles portent des traces d'usure. Et puis, à un moment donné, il a été jugé nécessaire de les briser. Pourquoi? C'est très difficile de savoir. Ailleurs, ce sont des personnages fantastiques comme ces femmes mi-humaines, mi-animales. Ou bien ces êtres aux apparences étranges, des sortes de lutins fantomatiques. Ou encore ces êtres velus. Ne vous méprenez pas, ce ne sont pas des dessins maladroits. Des représentations animales gravées sur la même pièce montrent que l'artiste était un excellent observateur et qu'il maîtrisait bien son art. Ces créatures étaient-elles pour lui des apparitions de l'au-delà, des génies bons ou mauvais, voire des figures divines? Qui peut le dire? Ce qu'on peut affirmer avec certitude en tout cas, c'est que des milliers de gens ont vécu et sont morts ici. Mais justement, voilà le hic. Où sont leurs sépultures? En tout cas, pas dans la grotte. Pas dans la grotte? Non. Alors que pratiquement tout a été fouillé. Il reste quelques centaines de mètres carrés sur plus de 2500 mètres carrés qu'occupait le gisement préhistorique à l'époque. Il n'y a pas une seule sépulture qui a été repérée. Donc pendant toutes ces années, on ne retrouve rien pour évoquer des morts? Non, rien. Pas tout à fait. Il y a quand même quelque chose. Ceci. Des dents humaines. Elles ont été découvertes ici, à Isturitz ou dans la grotte voisine de Brassampouille. Elles ont donc plus de 30 000 ans. Mais Dominique Gambier, vous avez fait cette découverte et tout de suite, c'est pas la dent qui vous a passionné, c'est ce trou, là. Certaines d'entre elles, oui, présentent des traces de suspension. Donc effectivement, elles ont, sinon été portées, en tout cas suspendues et conservées de cette manière. Mais on peut imaginer, surtout pour cette époque où on ne trouve plus beaucoup de tombes, à cette époque, moins 30-35 000 ans, peut imaginer que c'était un peu peut-être des reliques. Ça voulait dire quelque chose de travailler comme ça des dents humaines, des restes humains.
Je crois qu'effectivement, il y a certainement une très forte charge symbolique. Alors, culte des ancêtres, c'est peut-être difficile à dire. En tout cas, peut-être pratique en relation, en tout cas, avec des rites funéraires, dans la mesure où on n'a effectivement pas de sépulture pour cette époque. Deux espèces d'hommes apparaissent il y a une centaine de milliers d'années, Cro-Magnon et Néandertal. Mais seule une espèce a survécu, celle de Cro-Magnon, la nôtre. Pendant toute l'époque du Paléolithique, les hommes ne savent ni cultiver des plantes, ni élever des animaux. Ils ne peuvent que chasser et cueillir. Mais comment vivent-ils ? Tir à l'arc préhistorique. Taille du silex préhistorique. Musique préhistorique. Tous les amateurs de préhistoire se retrouvent chaque année au musée d'archéologie expérimentale de Trègnes, en Belgique. Mais comment passer de ce que les hommes de la préhistoire faisaient à ce qu'ils croyaient ? Alors, vous autres, archéologues, vous tentez de reconstituer le mode de vie de nos ancêtres d'après les vestiges que vous retrouvez dans le sol. Et puis, il y a aussi une autre approche qui est celle des ethnologues qui observent des peuples traditionnels. De ce point de vue, regardez ces images vraiment étonnantes. Elles ont été tournées en 1927 en Laponie et véritablement on peut penser que ces chasseurs lapons à cette époque étaient probablement dans une situation tout à fait comparable à celle des fameux chasseurs-cueilleurs d'il y a 20 ou 30 000 ans qui étaient en pleine époque glaciaire. Ce type de vie, ça crée un certain mode de relation avec la nature et l'environnement. Oui, puisque les êtres humains, à ce moment-là, en sont complètement dépendants. Ils ne produisent rien, donc ils sont inféodés à ce qui se passe dans la nature, au gibier disponible, aux ressources végétales disponibles, au climat. Et ce qui n'est pas automatiquement tenté, imaginez qu'il y a des forces, qu'il y a des esprits, et d'avoir des rites pour qu'ils soient favorables. C'est en tout cas le cas chez les chasseurs-cueilleurs actuels. Lorsqu'on voit les aborigènes d'Australie, par exemple, ou les Bochimans, ce sont des gens qui ont encore ce type de croyance-là. Donc il est fort probable qu'il y a 20-30 000 ans, c'était à peu près la même chose. Et vous-même, en tant qu'archéologue, vous avez travaillé sur, c'est pas comment dire, cette étrange structure avec ces crânes et ces ossements de mammouth que vous avez reconstitués, où là aussi il y a peut-être du rituel et pas seulement de l'habitat. Oui, voilà, cette habitation fait partie d'un ensemble d'habitations trouvées au même endroit, un mini-village si vous voulez, et cette habitation-là a un caractère un peu particulier. D'abord, elle est très très soignée, elle est très rythmée au niveau des éléments, des ossements utilisés dans l'architecture. Il semblerait qu'il y ait toute une série de sièges disposés à l'intérieur, ce qui en ferait plus une, entre guillemets, cabane cérémonielle, un lieu de réunion, de rencontre peut-être à caractère sacré, qu'une habitation traditionnelle à usage purement domestique. Comme cela existe d'ailleurs aussi chez nombre de peuples chasseurs où on a ce qu'on appelle parfois la maison des hommes, ou ceci ou cela, qui sert de manière plus particulière à certaines cérémonies. Alors, pour essayer de comprendre ce que pensaient, ce à quoi croyaient ses ancêtres, eh bien, il faut surtout se reporter aux magnifiques fresques rupestres que l'on trouve dans les grottes Sornay. Une grotte. Juste une grotte à Arcy-sur-Cure. Un long boyau de 500 mètres.
Stalagmites, stalactites, 100% d'humidité garantie. Au bout d'un demi-siècle de visite, la présence humaine fait les siennes. Les parois de la grotte se détériorent, noircies par les fumées des torches. Des concrétions de calcite se déposent sur la roche, en couches de plus en plus épaisses. Cette calcite, pourtant, était la chance d'Arcy, car un trésor était caché dessous. En effet, sous la calcite, il y avait énormément de peintures paléolithiques. Et ça, on ne le savait pas. On n'en savait rien, non. D'où la décision de nettoyer les parois de la grotte avec, devinez quoi, un jet à haute pression. Alors les dégâts ont été assez considérables, tout au moins dans la grande salle où la majorité des peintures sont conservées. On s'est rendu compte que 80% de la surface du grand plafond avait été détruite, totalement lessivée. Ce ne fut pas si simple de trouver les peintures. On eut recours pour cela essentiellement à des enregistrements infrarouges. Certaines peintures restaient toutefois invisibles et difficiles à discerner car elles étaient recouvertes par une épaisse couche de calcite blanche et totalement opaque, épaisse parfois de 5 mm. Et donc on a mis un procédé d'abrasion de la couche superficielle de la calcite à l'aide d'une fraise diamantée. C'est un travail extrêmement minutieux qui ne peut être effectué que par un spécialiste et qui rend cette couche de calcite transparente et nous permet d'étudier les peintures. Dominique Baffier et son équipe en sont aujourd'hui à leur 14e campagne. 140 peintures ont refait surface sur le plafond de cette salle. Des signes, des mains dessinées sur la paroi, des animaux. Le côté assez exceptionnel de la Grande Grotte, c'est que les animaux qui sont peints sur les parois sont constitués à 68% d'espèces rares et essentiellement d'animaux dangereux. Les mammouths, les rhinocéros, les félins, les ours et les mammouths sont ici majoritaires. Ces animaux dangereux peuvent être interprétés de différentes façons. La magie de la chasse, non, car ces animaux n'étaient pas vraisemblablement consommés. Mais on peut penser que les hommes préhistoriques les redoutaient, donc voulaient s'en protéger, ou voulaient peut-être aussi, par leur représentation, prendre leur force ou leur agilité, etc. Mais tout cela reste dans le domaine des hypothèses, car nous n'en avons absolument aucune certitude, et je pense qu'on ne l'aura jamais. Les parois des grottes étaient donc ornées par les hommes préhistoriques, mais pour quelle raison? Donc tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un art codé, c'est-à-dire que ces peintures veulent dire quelque chose, mais on ne peut pas encore et à coup sûr déchiffrer ces messages. Alors, l'hypothèse la plus fameuse, c'est celle du chamanisme que nous présente maintenant Jean-Claude. Ce livre, Les chamans de la préhistoire, a en effet renouvelé notre conception des peintures rupestres, suscitant du même coup effervescence et polémique dans le milieu des préhistoriens. Nous avons demandé à Jean-Claude de nous résumer son hypothèse. La grotte est un milieu hallucinogène. On le sait parce qu'il y a la déprivation sensorielle, l'obscurité, l'humidité. C'est beaucoup plus facile d'entrer en transe avant des hallucinations en grotte que partout ailleurs. Mais il y a encore un autre élément, c'est que la grotte est le monde surnaturel, à proprement parler. C'est l'endroit où il y a les esprits. Et alors, ça explique que finalement, ces animaux sont comme en sarabande sur les parois, c'est-à-dire ils sont réalistes dans un monde qui n'est pas réaliste. Exactement, il n'y a pas, par exemple, de ligne de sol, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de... Il n'y a pas le soleil ou la lune ou les étoiles. Ils flottent sans aucune échelle, comme des visions. Ce sont le produit de visions. Et dans la grotte, alors, autre élément, on voit les animaux apparaître à travers les reliefs de la grotte. Ici, nous avons une tête de cerf. C'est un trou. Le chaman a vu un cerf. Il a dessiné les bois de chaque côté. Il est entré en contact, ce faisant, avec l'esprit du cerf.
Parce qu'il avait un but pratique. Il n'allait pas dans les grottes pour se faire plaisir, pour faire des dessins sur les murs. Il allait pour entrer en contact avec les esprits des animaux. Et l'autre monde, les autres mondes, sont en contact avec notre monde par ces grottes. Oui, par ces grottes et par le chaman, qui est le médiateur entre le monde des esprits et le monde dans lequel nous nous trouvons. Et donc, tous ces bisons ici, ce sont des esprits qu'il voit dans ses hallucinations. Ce sont des esprits et ils entrent en contact avec ces esprits par l'intermédiaire de la peinture, par l'intermédiaire du dessin. Mais ce que vous décrivez, c'est très religieux. C'est tout à fait religieux, c'est une pratique religieuse qui a couvert 20 000 ans et toute l'Europe. Et ici, on se trouve dans un véritable sanctuaire où il y a eu des cérémonies, où il y a eu des rites, où il y a eu tout ce qui appartient à une religion. Chamanisme, fétichisme, totémisme, magie, religion, une chose est certaine. Toutes ces peintures, tous ces signes avaient un sens. Les hommes préhistoriques s'appropriaient de toutes sortes de manières ces espaces souterrains. Regardez par exemple ici, dans cette grotte, on voit qu'ils ont peint, ou ils ont peint en rouge, ces colonnes. Pourquoi? Évidemment, on ne le sait pas. Et pendant qu'il peignait les animaux sur les murs des cavernes, eh bien, il sculptait de toutes sortes de manières la féminité avec des petites statuettes de ce type. La plus célèbre des Vénus, la voici. C'est la Vénus de Willendorf, car elle a été trouvée en 1910 dans la ville du même nom en Autriche. Sculptée dans du calcaire, cette statuette haute de 11 cm représente une femme avec des seins et des fesses hypertrophiées. Depuis, bien d'autres Vénus ont été découvertes. Aucune ne se ressemble, chacune est sculptée dans un matériau différent. Mais ont-elles toutes la même fonction ? Randy White, on a là différents modèles de Vénus. D'où proviennent ces statues ? La plupart de ces statuettes viennent de la Russie, par exemple, le site d'Avdievo, le site de Kostyanki. Ce sont les sites de plein air en Russie où on trouve les cabanes, les structures d'habitat en os de mammouth. Cet objet-là, cette petite tête, vient de Brassempouy dans les Landes. Vous voulez dire qu'entre cette tête et les autres statues, il y a 4000 km, quoi? Il y a entre la tête de Brassempouy et, par exemple, cette statuette-là, il y a bien 5000 km, oui. Oui. Et alors, ce que vous dites de très étonnant, c'est que ces statues étaient destinées à être enfouies. C'est vrai. Presque toutes ces statuettes étaient trouvées dans les fosses, creusées, dans les sites de plein air, autour des foyers, davantage. Donc, ça veut dire que ça participait à un culte? C'est les objets qui sont très ritualisés. On les trouve dans les mêmes situations à chaque fois. Oui, mais un rituel, ça veut dire que ça signifiait quelque chose. Alors, on dit c'est le culte de la fécondité. Oui, on dit ça souvent, mais franchement, d'après ce qu'on voit, des études actuelles des chasseurs-cueilleurs, ces gens-là cherchent à éviter d'avoir les enfants. C'est un problème pour eux. Ils auraient plutôt fait le culte de la contraception. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, on ne voit pas les femmes qui sont en train de donner naissance. Il n'y a pas de tête d'enfant, il n'y a pas d'enfant qui sort. Alors, c'est quoi? C'est des offrandes? C'est la féminité? Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air vraiment d'être les offrandes. À qui, à quoi, on n'est pas sûr. Mais on a vraiment l'impression d'être en face à des objets religieux qui avaient une signification de ce genre, une signification religieuse. Et puis, 13 000 ans avant notre ère, on voit disparaître cet art pariétal. À sa place, on trouve par-ci par-là des représentations abstraites, des symboles, des signes dont on ne sait pas ce qu'ils signifient. Vous voyez, par exemple, ce que l'on peut trouver sur les parois de la grotte du Madazil, grotte qui est d'ailleurs proche de la grotte de Nio, d'où nous parlait Jean-Claude.
En fait, c'est tout un système de représentation qui change avec la disparition de ces animaux et l'apparition de ces symboles abstraits. Et en fait, c'est une grande révolution qui s'annonce, une révolution qui, au fil des millénaires, fera basculer l'humanité du monde du paléolithique dans le monde du néolithique. Il y a 10-12 000 ans, en effet, la phase glaciaire touche à sa fin. Le climat se réchauffe, les glaciers fondent, le niveau des mers monte, comme on peut le voir en Europe occidentale sur cette animation réalisée par l'Ifremer. Ce grand changement en entraîne un autre. L'humanité, comme si elle s'était donné le mot, abandonne les grottes ornées. La révolution du néolithique a commencé. Cette révolution, elle se manifeste d'abord au Proche-Orient. Il y a environ 9000 ans, c'est dans ces régions que, pour la première fois, l'homme se sédentarise, qu'il apprend à cultiver les champs, qu'il devient éleveur, qu'il invente la roue, la terre cuite, l'attelage. Nous sommes sur le site de Göbekli, en Anatolie orientale. C'est ici qu'en 1994, une équipe d'archéologues allemands, conduite par Klaus Schmidt, dégage l'un des vestiges les plus anciens de cette lointaine époque. Il s'agit d'un vaste complexe d'enclos circulaires, de gigantesques colonnes de pierre reliées par un mur. Et sur ces colonnes de pierre, les hommes de cette lointaine époque avaient gravé des reliefs. Jean Guinel, nous partons pour Göbekli, je dirais, en ordinateur. Il s'agit de la plus ancienne construction de l'homme, la plus ancienne qu'on ait trouvée. Ce sont des bâtiments construits effectivement en pierre et intégrant d'ailleurs déjà de très belles stèles mégalithiques. Le rituel, le cérémoniel occupe ici une place absolument déterminante. Il est incarné sur ces stèles qui sont superbement gravées. Oui, par un bestiaire, par des animaux, et souvent des animaux d'ailleurs qui sont des animaux dangereux, répulsifs, des aurochs, des félins, des renards, des sangliers, des serpents. On peut penser que dans ces bâtiments, on a emprisonné de la faune sauvage, on l'a confinée pour mieux la maîtriser, pour mieux la domestiquer. Et d'une certaine façon, la domestication des animaux serait d'abord passée par une domestication mentale. C'est une hypothèse magique, et la magie, ça se passe dans un milieu confiné, fermé. Donc, avant, c'était la grotte, et ici, à Göbekli, eh bien, c'est le cercle, parce que finalement, ces constructions sont toujours des cercles. Oui, elles sont des cercles comme l'étaient les tentes paléolithiques ou les premières constructions qui vont émerger avec le néolithique. Et dans les siècles qui vont suivre, alors, ils vont se mettre à cultiver les céréales, les légumineuses, à domestiquer des animaux comme la chèvre, le mouton, le bœuf, le porc. Ils vont réellement devenir des paysans. Ils vont se mettre à dominer la nature. Et alors là, il se produira quelque chose de très intéressant, c'est que dans les sanctuaires, les animaux demeureront, mais désormais, l'homme va se représenter. Ah ben voilà, on a justement la photo. Alors ça, c'est la première statue d'un homme. C'est la première statue d'un homme, et probablement d'un homme qui est en train de se glorifier lui-même. Parce que, en devenant paysan, il est devenu maître du monde. Absolument. Après s'être solidement implanté à l'est, la révolution néolithique se met lentement en marche vers l'ouest. Par la mer, en passant par la Grèce, l'Espagne et la façade atlantique, et par la terre, en traversant l'Europe centrale. C'est ainsi que le néolithique arrive dans ce qui sera un jour la France. Alors nous sommes ici à Cambous, près de Montpellier.
et dans le temps. Ces vestiges remontent à 3000 ans, disons, avant notre ère. Ah, bien sûr, c'est beaucoup plus récent que Chauvet, que Lascaux, 17 000 ans. Et entre-temps, il y a une révolution, la révolution donc du néolithique, pour simplifier, disons, le passage du chasseur à l'agriculteur. Là, très clairement, on se trouve dans le néolithique. Mais il faut savoir que cette révolution, qui est intervenue au Proche-Orient 10 000 ans avant notre ère, eh bien cette révolution a été importée en France, mais avec beaucoup de retard. Ça a mis près de 3000 ans pour venir du Proche-Orient chez nous. Alors, sans Courtin, on a là une reconstitution d'artistes de ce que pouvait être ce site 3000 ans avant notre ère, c'est-à-dire il y a 5000 ans. Bon, au fond, c'est un village. Hein. C'est un véritable village, et là, nous n'en avons qu'une partie. Nous n'avons qu'un hameau, on peut dire, de tout un ensemble beaucoup plus vaste, qui couvre plusieurs hectares. Mais alors, justement, est-ce que ces fouilles-là permettent de savoir ce qu'était la destination, l'utilisation de ces constructions ? Bien sûr, ici par exemple, dans la plus grande habitation, qui mesure 18 mètres de long, on a trouvé d'abord sur le sol des poteries, des fragments de poterie et de silex qui montrent qu'elle a servi de maison, et ensuite une couche de bergerie, une couche de détritus qui montre qu'elle a été réemployée pour mettre à l'abri les moutons ou au moins les agneaux à l'abri des loups. Mais on sait que tout alentour, il y a aussi ces grandes pierres dressées, ces mégalithes, qui appartiennent à la même civilisation. Oui. Là, nous sommes dans les demeures des vivants, et à l'extérieur, tout autour dans la garrigue, il y avait les maisons des morts. Mais comment peut-on expliquer le passage de ces grandes représentations d'animaux sur les fresques à ces grandes pierres que l'on va dresser dans le paysage? C'est lié au changement du milieu, au changement des conditions du milieu naturel, puisque maintenant les grands animaux ont disparu avec le réchauffement climatique. Le bison, le mammouth, le renne ont migré vers le nord ou ont disparu. Et on est dans le monde des producteurs de nourriture. Les gens prennent possession du sol, ils cultivent la terre. Et donc on a un changement profond dans les idéologies et dans la spiritualité. Et d'où cette civilisation des mégalithes qui va s'épanouir pendant plusieurs millénaires. Tout commence il y a 65 siècles par ces longues pierres dressées, les menhirs. Mètres de haut, visible à 1 kilomètre de distance, cet étrange édifice avait certainement une fonction centrale. Mais laquelle? On s'aperçoit que ce menhir, s'il est là, c'est probablement pas par hasard. Dans certains cas, le paysage comporte un petit vallon qui donne une direction d'accès privilégiée, et on peut imaginer que les gens venaient en procession vers cette pierre pour lui rendre hommage ou lui rendre un culte. Dans d'autres cas, ces pierres, elles sont facilement érigées à proximité d'une source ou d'un petit ruisseau. On peut à ce moment-là envisager un culte de l'eau. Et puis la forme de ces pierres a aussi fait imaginer un culte phallique. Le culte de l'eau et le culte phallique pouvant se rejoindre autour d'une notion de fécondité. Et puis, beaucoup ont recherché des orientations astronomiques. Mais là, force est de constater que les recherches objectives n'ont pas donné grand-chose dans cette direction. Plus tard, apparaissent des champs entiers de menhirs, soigneusement alignés par dizaines, puis par centaines. L'endroit est toujours sacré, mais cette fois, la voie est indiquée par la disposition des pierres.
Parfois, ces alignements dégagent l'impression d'un ordre immuable. Ce sont des lignes géométriques simples et régulières. D'autres fois, au contraire, on a le sentiment d'un grouillement confus de pierres disposées sans ordre apparent. L'explication est simple. Il s'agit de couches superposées d'organisations antérieures. C'est que Karnak ne s'est pas fait en un jour, ni même en quelques années, mais en plusieurs siècles. Dans le champ de menhir de Kermario, on trouve une autre construction. Un dolmen, c'est-à-dire un site funéraire, une tombe de pierre, construite avant ou après les menhirs. Nous ne connaissons pas l'âge relatif des deux monuments. Par contre, ici, on a quelque chose qui est complémentaire, c'est-à-dire une sépulture. Il s'agit d'une tombe collective dans laquelle on a déposé à plusieurs reprises vraisemblablement des squelettes plutôt que directement des cadavres. Et puis, on pense aussi que ces personnages qui avaient droit à cette chambre étaient des personnages relativement importants. Au fil du temps, ces tombes ouvertes au culte et au recueillement vont se sophistiquer. Un art mégalithique se développe sur les parois des dolmens. Nous avons ici une grande stèle en écusson, ogival, dont la forme est soulignée par ce grand motif en forme d'écusson. On le considère comme symbolisant la principale divinité de ces hommes du néolithique, à la fois maîtresse de la vie et maîtresse de la mort. Ce qui explique sa situation dans les tombes, par exemple. Parmi ces attributs fondamentaux, il y en a un qui se retrouve répété ici, représenté à de très nombreux exemplaires. C'est ce que l'on appelle le signe en crosse. Alors ce signe en crosse, c'est tout simplement l'évocation de la houlette du berger, c'est-à-dire l'instrument grâce auquel le berger conduisait et maîtrisait ses troupeaux. Et de l'objet utilitaire, de l'instrument de travail de ces premiers bergers, on est très vite passé à une valeur symbolique de la maîtrise de ces premiers paysans sur le monde animal. Alors nous avons au plafond de ce même monument le deuxième grand attribut de cette déesse mère, à savoir la hache, le signe de la hache. Alors il faut savoir que cette hache polie, c'était l'outil fondamental des paysans du néolithique, parce que c'est l'outil qui leur a permis de défricher la forêt. Défricher la forêt pour avoir des terres cultivables, mais défricher la forêt aussi pour avoir du bois pour construire leurs maisons, voire pour faire des échafaudages pour construire les monuments mégalithiques. Cet outil était absolument vital pour eux. Et bien évidemment, il s'est très vite chargé d'une très forte valeur symbolique. Il est devenu le symbole de la maîtrise de l'homme sur le monde végétal. Un peu plus tard, vers 3500 avant notre ère, on trouve à quelques kilomètres de là, sur l'île de Gavrinis, un autre dolmen à chambre unique encore plus étonnant. Cette fois, toutes les parois sont ornées. Alors, ce couloir de Gavrinis, à la différence de l'étape des marchands, il est extraordinairement long et il est surtout entièrement décoré, de bout en bout, d'un décor de plus en plus élaboré au fur et à mesure qu'on s'enfonce vers la chambre d'ailleurs. Et ce qui est curieux, c'est que cette chambre, au bout de ce très grand couloir, elle est au contraire extrêmement petite. Et au fond de la chambre, dans l'axe du couloir, on arrive à cette dalle qui possède un décor extrêmement complexe, qui probablement à lui tout seul résume l'essentiel des croyances de la religion néolithique. On en arrive donc à imaginer que ce monument de Gavrinis, plutôt qu'une tombe au fond, était une sorte de lieu d'initiation pour les pratiquants de cette religion du néolithique. Des tombes qui se transforment en lieu de culte, d'accord. Mais ce qui rend l'interprétation de ces monuments plus difficile, c'est qu'on peut voir sur un même site des stèles et des dalles provenant d'autres édifices plus anciens, détruits ou démontés. En voici un exemple avec cette stèle qui vient du site précédent, celui des crosses et des haches. Elle a été décapitée sans ménagement pour s'intégrer à ce nouveau lieu sacré. Tout ça, ça montre qu'en l'espace d'un siècle ou deux, les croyances avaient évolué
et que les vieilles représentations étaient plus ou moins tombées en désuétude quand on a bâti Gavrilis. Tout se passe comme si les cultes, autrefois rendus à quelques personnages privilégiés, avaient gagné des fractions de plus en plus importantes de la société. Une manière de démocratisation des cultes funéraires ? Peut-être. Voici la statue de Saint-Cernin. Cette dame de pierre a plus de 5000 ans. C'est-à-dire à peu près 1000 ans postérieurs au premier mégalithe de Bretagne. Au premier grande stèle ornée bretonne. Alors vous avez les yeux, le nez, les tatouages faciaux, les colliers, très nombreux, la poitrine, les seins. C'est une femme. C'est une femme, et c'est bien exprimé en quelque sorte. Et ici, une pendeloque. Et puis, vous voyez, elle a les bras ramenés sur le ventre, la ceinture, la cape qui l'enveloppe. Et puis là, en dessous, ce sont les jambes et les pieds. Ce sont les jambes et les pieds. Les jambes sont pendantes, la statue est assise. Autrement dit, elle est représentée en position, elle trône, n'est-ce pas? On dit elle est fixée sur son trône. Mais en fait, ce sont les plus anciennes statues de grande taille. Absolument. C'est la première statuaire européenne. Alors ici, alors ici, vous avez un homme, vous avez ici le visage, vous avez ici un long baudrier qui soutient un objet triangulaire avec sa boucle. Le baudrier repart ici. Vous avez la main là. Voilà, vous avez les bras et la main. Même chose ici, de l'autre côté. Et vous avez ici un arc et sa flèche. Donc, tous les attributs masculins. Absolument. Ici, ou des objets d'autorité comme l'objet triangulaire, ou des armes comme l'arc et la flèche. Parfois, sur d'autres, une hache à mancher. Comme sur la dame de Saint-Cernin, c'est tous les attributs féminins. Absolument. Autrement dit, ici, l'homme, en quelque sorte, se réserve les armes et le pouvoir, c'est-à-dire tout ce qui, par la chasse ou la guerre, peut donner du prestige. À la femme sont dévolus la reproduction, l'allaitement, l'affection, la séduction. On a trouvé très tôt le machisme. Ah oui, le modèle est très vieux. Regardez celle-ci. Ouais. Elle a subi des chocs. Il semble qu'elle ait été subdécapitée, en quelque sorte. Mutilée, oui. Bien, ça prouve que la statue est un symbole. Elle représente, elle identifie, d'une certaine façon, une communauté. Et comme il y a des rivalités entre ces communautés, en supprimant le symbole, on porte un coup à la communauté adverse. Voyez ? Mais alors, ça veut dire que la statue représente un dieu, un héros? Elle représente probablement un ancêtre, c'est-à-dire un personnage que l'on revendique. Elle peut représenter un héros, elle peut représenter un chef charismatique. En tout cas, la communauté s'identifie à ce personnage-là. Et donc, en s'attaquant à ce personnage, on s'attaque en même temps au symbole de la communauté. C'est là évidemment qu'il y a la mutilation, mais cette sorte, je vais faire vite, de culte des ancêtres, oui. Ça signifie tout de même que les ancêtres, ils sont encore là, ils sont vivants, on ne pense pas qu'ils sont complètement morts et disparus. Mais bien entendu, autrement dit, on attend beaucoup des ancêtres, de leurs effets bénéfiques, d'une certaine façon. Ils sont présents, ils incarnent une lignée, une généalogie, peut-on dire en quelque sorte, et en même temps une forme d'autorité, une certaine forme d'ordre social. Au fond, dès le départ, donc on imagine l'au-delà et on s'en sert pour justifier l'ordre social. Hein. Absolument, tout est instrumentalisé déjà. Il nous fallait une conclusion. Nous sommes allés la chercher au-delà des Alpes, en Lombardie. C'est dans le cadre majestueux de ces montagnes, à Capo di Ponte, que nous avons rencontré un préhistorien un peu à part, auteur de quelques livres au contenu roboratif. Ces fresques, ces statues, ces gravures préhistoriques ont une signification, c'est certain. Mais est-ce que cela veut dire qu'il y a comme une religion des origines
que pourraient traduire ces vestiges préhistoriques. Là, les spécialistes refusent de répondre à ces questions trop audacieuses. Ils refusent, sauf un, l'Italien Emanuele Anati. Alors, dans ce monde prudent de la préhistoire, Anati, c'est une grande figure qui bouscule, qui dérange. C'est d'abord un grand scientifique. Il n'a pas seulement étudié son fief italien des Val Camonica, il a parcouru les 5 continents. Il a notamment fait des recherches très importantes au mont Sinaï. Seulement, Anati ne se contente pas d'observer et d'étudier sur le terrain. Il veut interpréter et comprendre et remonter, tenez, vous le voyez, comme il le dit, à cette religion des origines, titre d'un de ses ouvrages. Alors, cette façon de faire, cette méthode, est critiquée souvent par des confrères qui la trouvent trop audacieuse. C'est dangereux, disent-ils. Et lui répond, je n'ai de limite que ma curiosité. C'est vraiment l'homme qu'il fallait rencontrer à la fin de cette enquête. Bonjour. Ce sont là des scènes de la vie quotidienne qui sont gravées là. C'est plutôt des scènes de culte de l'âge du fer, du 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors là, on voit 2 chevaux et un personnage avec la reine. Qui laboure. Puis il y a un personnage qui pioche avec un acte de sodomie qui faisait partie d'un rite de fécondité de la terre. Il s'aimait la terre pendant qu'il piochait. Alors en somme, moi je vois des scènes de la vie des champs, vous dites non, ça c'est un rite de la fécondité. Tout a une signification, vous la retrouvez, moi je la vois pas. Mais tout d'abord, ils n'ont pas fait ça pour s'amuser. Il y avait un but dans ce qu'ils faisaient. Depuis 50 000 ans, il y a de l'art préhistorique. Et dans la préhistoire, avant l'écriture, on écrivait. Mais on écrivait d'une façon pictographique. Et depuis qu'existe l'Homo sapiens, il y a l'écriture. Mais c'est une écriture qui n'est pas alphabétique. C'est une écriture qui a des messages. Ils venaient ici pour transmettre des messages. C'est de la communication, c'est de l'écriture. Et ça, ce sont des roches qui étaient dédiées à certains rites. Et ils parlaient avec les ancêtres, ils parlaient avec les esprits, ils parlaient avec la nature. La première religion, la religion des origines, c'est une recherche de l'homme de s'insérer, de comprendre et de dialoguer avec la nature. Et ça est la base de toutes les religions aujourd'hui. Alors justement, lorsque l'Homo sapiens apparaît avec ce cerveau analytique, comment voit-il l'environnement, la nature autour de lui? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se pose des questions. Et l'homme a un grand défaut. Il a besoin de répondre à ces questions. Ils ne se rendent pas compte, même aujourd'hui, même les grands savants d'aujourd'hui, ils pensent qu'ils doivent donner une réponse. Mais poser la question stimule l'intellect, stimule le débat. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la réponse? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve pas la réponse et qu'on ne supporte pas de ne pas avoir de réponse? Ah, il faut supporter, mais il faut aussi essayer de trouver la réponse. Et ça ne vient pas tout seul. Mais donner une réponse facile, c'est une des raisons des religions, par exemple. La religion a essayé de donner des réponses faciles aux choses qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas compris tout à fait. Hein? Et pourtant, la plupart de vos collègues, il faut le dire, n'aiment pas faire des hypothèses, ils préfèrent s'en tenir à ce qu'ils voient, et puis c'est tout. Quand on se trompe, on peut nous corriger. Quand on ne dit rien, on ne fait pas de la culture. Hein?
Et moi, j'admire les gens qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent, même s'ils se trompent. Je n'admire pas les gens qui sont tellement prudents qu'ils n'ont jamais rien dit dans leur vie. Le droit à l'erreur, c'est bien loin lorsqu'on poursuit une quête aussi difficile que celle de l'unité d'origine, finalement, de toute l'humanité. Mais d'un autre côté, quel enrichissement ce serait pour nous de comprendre ce point commun d'où nous sommes partis pour mieux saisir notre diversité d'aujourd'hui.